Oui, Ferdinand Monc, de Bourg-en-Ligny. Alors moi, j'apprécie énormément votre intervention. Je suis né au Bourgogne aussi, c'est un très beau terroir. Et je pense que sur votre témoignage et la transmission de votre terre à votre père, à votre fils, que je trouve qui moi, me tient à cœur. Et je pense que c'est un peu ça aussi dans les graines. C'est-à-dire, c'est transmettre d'une génération à l'autre ce qu'on a reçu. Et voilà, c'est un peu le témoignage. Moi, comme c'est l'avarice en fait qui a à battre dans le système. C'est ce phénomène que l'argent passe avant le reste et avoir de la justice dans nos démarches. Je voudrais avoir, je donne une idée, peut-être que c'est déjà fait, mais un comparatif entre le temps passé et le coût d'un quintot de blé biologique et un quintot dit conventionnel. Parce que vous avez dit, ce que j'ai compris, dans votre témoignage, qu'il y a beaucoup plus d'intrants, donc beaucoup plus de temps à traiter les végétaux en conventionnel qu'en biologique. C'est ce que j'ai compris. Donc peut-être que... Voilà. Donc, mais c'est peut-être un comparatif intéressant de dire, voilà, le biologique, c'est moins de temps aussi. C'est moins d'argent mis pendant la culture. Je sais pas. Voilà. Je donne juste l'idée. On va prendre plusieurs questions. Alors, il y a des questions là, j'irai là-bas juste après. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis consommatrice de bio et surtout du bon pain au levain. Et je trouve que ce serait intéressant de développer peut-être un réseau avec une espèce de label, pour justement permettre aux consommateurs d'accéder plus facilement à du pain boulanger à partir de blé variété ancienne. Est-ce qu'on y travaille? Est-ce que vos associations diverses qui ont le même but, y travaillent justement pour... parce que on parle toujours des variétés anciennes de graines, mais nous, ce qu'on veut, c'est du bon pain, quoi. Donc, c'est pas au supermarché du coin qu'on va le trouver. Et les boulangers de notre quartier, ils vendent de la campaillette et miettes diverses qui ne nous intéressent pas. Donc, bon, actuellement, nous, on s'est un petit peu, lors d'une association dans un jardin communautaire, on a réussi, par solidarité, à faire un petit réseau ultra local de vente de pain au levain, par un copain qui s'est aussi reconverti dans la boulange. Il était routier au départ. Et donc il fait du pain bio au levain, mais il ne peut pas se permettre financièrement d'avoir le label AB. Mais on est content, nous, de pouvoir le consommer, mais c'est vraiment au niveau d'un quartier, quoi. Alors je me dis, c'est un peu dommage, il y a plein de gens comme lui qui... Bon, Cécile parlait qu'elle s'était reconvertie dans la boulange aussi, je ne savais pas, c'est bien. Mais ce serait chouette qu'il y ait un réseau de consommateurs qui passerait par peut-être les magasins bio. Parce qu'ici, par exemple, à Lille, monsieur Roineau ne sait peut-être pas, mais c'est essentiellement un monopole pour la vente du pain bio, monsieur Alvin, qui est de Sizouin. Et puis après, il y en a un autre, c'est Saveur et Saison, je crois. Mais en dehors de ces deux-là, on est coincé, quoi. À tel point qu'en plus, ils prennent leurs vacances en même temps, donc ce qui fait qu'à un moment donné, on n'a plus rien d'affecté, quoi. C'est vraiment super. Donc on aimerait bien qu'il y ait un réseau qui se mette en place, quoi. Et deuxième question, je voulais savoir, parce que apparemment les variétés anciennes sont beaucoup plus hautes, vous disiez, que les variétés actuelles. Donc comment faites-vous pour les récolter, justement, puisque les machines aujourd'hui ne sont pas prévues pour ça? Voilà. Alors, je vais prendre une troisième question, peut-être. Juste trois. Alors moi, c'est plus un commentaire, parce que nous venons de vivre à Lille et dans la région la semaine pour les alternatives aux pesticides, dont vous avez sans doute entendu parler, à l'initiative de l'association nationale Génération Future. Et ça a commencé par une mise en garde du business du bio, par un débat avec Michel Besson, qui était initié par Robin des Bio, justement, et nous invitant à une démarche où, justement, les consommateurs sont des acteurs. Et des acteurs, et là, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce qu'il faut que nous pesions de tout notre poids. Moi, je ne fais pas une visite en supermarché sans interpeller le vendeur.
Je ne m'en prends pas à lui personnellement, parce que lui, il gagne sa vie. Mais de plus en plus, j'ai de sympathie et j'essaye de faire comprendre ma démarche. Je lui pose des questions sur ce qui est vendu. Par exemple, quand je vois des tomates qui viennent d'Espagne et qui sont le fruit de l'esclavage et d'exploitation des Marocains qui sont actuellement en Espagne, ben voilà des questions à soulever. Il y a eu dans ces semaines Jacques Kapla qui est venu avec son bouquin « L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité ». Et franchement, là aussi, on est aussi dans une démarche où vraiment c'est la révolution en marche, pas la révolution verte que vous avez connue, hein, mais celle qui va transformer et qui va sobrement, mais très certainement supplanter Monsanto. Simplement, là c'est plus un aspect personnel, si je suis là, si je me suis investi dans ces semaines, c'est parce qu'à l'âge de 5-6 ans, moi, fils de minotier, j'allais choisir avec mon père le blé chez le fermier. Et c'est comme si je sentais encore ce blé dans la main. Alors, les réponses peut-être sur la comparaison du quinto, si on prend Catal. Il faut répondre. Il faut m'expliquer parce que moi, ça s'embrouille dans ma tête. Sur la comparaison Entre... Catal entre conventionnel. Oui, et répète-moi. Oui, quelle était la question là déjà? C'était ça, hein, c'était sur la comparaison. Vous savez, le temps qu'on passe dans le conventionnel est très mécanisé. D'accord, ça coûte très cher et le monde agricole intensif se pose des questions quand même quant à la rentabilité de ce qu'il fait. Et c'est pourquoi un jeune, voyez-vous, qui est installé, qui a fait un emprunt, la marge est tellement juste qu'il n'ose rien changer parce qu'il a peur de se planter, parce qu'il faut qu'il rembourse déjà ce qu'on lui a prêté. Donc, j'en ai rencontré des jeunes agriculteurs qui m'ont dit « D'accord avec ce que tu dis, mais tant que je n'ai pas fini de rembourser mes emprunts, je n'ose pas me lancer là-dedans. » Parce que le système, voyez-vous, il est fait comme ça. Et on ne peut pas changer les choses du jour au lendemain, parce qu'il y a une implication financière qui est là. Et l'agriculture n'est pas si facile, celle qui est... Vous savez, j'ai rencontré les lycées agricoles. Ils m'ont dit, savez-vous, quels sont les élèves qui sont les plus durs avec nous, qu'on essaye d'enseigner un petit peu ce que vous faites? Ils m'ont dit, ce sont les fils d'agriculteurs les plus performants. Alors ceux-là, ils nous en mettent plein les narines. Ben oui, parce qu'ils ont été enseignés comme ça. Et puis, ils sont pris dans le système, ils ne peuvent pas changer les choses comme ça. Et en plus, eh bien, c'est eux, puis ils ne peuvent pas le nier, ils le savent, c'est eux qui sont en train de polluer. Alors, ils se replient sur eux, et ce n'est pas facile de les approcher, je dois vous dire. Mais dire que, au niveau financier, ce que vous avez dit là tout de suite, vous savez, en matière de bio, c'est le temps qu'il faut passer. Vous voyez, une récolte faite, je vous parle d'une récolte de blé faite en bio, si vous saviez le travail que ça fait pour la nettoyer, parce qu'il faut nous réapprendre à cultiver du blé et ne pas avoir trop d'herbe. Et j'en parlais ce matin, j'en parlais hier, je parlais d'un agriculteur dans mon village où toute la famille et les générations qui ont suivi, c'est le meilleur agriculteur parce qu'il est en chimie, mais le grand-père était en bio. À l'époque, ce n'était pas de la bio, c'était l'agriculture de l'époque. Il savait avoir des blés sans herbe. Eh bien, aujourd'hui, un agriculteur, vous voyez, quand il me demande, viens voir me dire ce que tu fais, comment tu désherbes? C'est la première question. Parce que c'est le problème de désherbage. Alors, ils le font, mais ça marche. Quand on se met à faire de la bio et qu'on ne sait pas cultiver sans avoir d'herbe, parce que, vous voyez, l'herbe, elle vient quand dans un champ? Elle vient quand la rotation d'assolement n'est pas bonne. D'abord, c'est la première condition d'avoir un champ propre. Il faut une bonne rotation dans l'assolement. On ne peut pas faire du blé sur blé ou du maïs sur maïs, c'est pas possible. Ça n'est pas dans les lois de la nature, vous voyez, hein. D'abord, il faut ça. Et puis, il n'y a pas que ça.
il ne faut plus aller dans les champs quand la terre est trop mouillée, il ne faut pas y aller quand elle est trop sèche. Et si on a fait une mauvaise façon culturelle, eh bien, je dois vous dire que la terre se soigne par les plantes. Parce que les plantes qu'on appelait les mauvaises herbes sont des plantes indicatrices. Et ce sont des tisanes. Et la terre génère, vous voyez, une plante pour corriger l'erreur humaine. Et on l'appelle mauvaise herbe, alors que c'est une plante correctrice de carence. Et il faut qu'on se apprenne à faire ça. Dites-moi. Oui, et sur la question de la hauteur des blés pour Alors, la hauteur des blés, eh bien, je dois vous dire qu'avec un blé, oui, bien sûr, pour la mécanisation, ce n'est pas un gros problème, ça, avec les moissonneuses-batteuses. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pour ça que je vous ai parlé de faire des populations, parce que vous en avez qui sont très grands, vous en avez qui sont moins grands. Dans les variétés anciennes, il faut faire une population de variétés, des grandes, mais aussi des plus courtes, qui tuteurent, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Et puis, il faut peut-être, par une sélection massale sans passer par les croisements, moi je crois, on peut essayer de raccourcir. Mais il faut savoir que quand on raccourcit l'entre-nœud, et quand il y a le champignon, parce que s'il y a le champignon qui arrive, plus l'entre-nœud est grand, plus ça met longtemps pour arriver à l'épi. Alors si on veut raccourcir, on sensibilise automatiquement l'épi par rapport aux champignons. Voyez. Donc il faut qu'on essaye de garder la hauteur. Mais avec les moissonneuses-batteuses, c'est quand même... ce qu'il y a, il faut éviter l'averse. Voilà. Il faut savoir que le rendement d'un blé, il est pour que la tige arrive à supporter l'épi sans verser. Ça, c'est la qualité de l'agriculteur. Mais un agriculteur en bio ou n'importe quoi qui fait verser ses blés, ben, il a loupé le coup. Voilà, ça c'est clair. J'ai répondu? Très bien. Sur les pains de variété ancienne, c'est très intéressant. Le réseau Semences Paysannes a beaucoup de réflexions et d'hésitations là-dessus. Est-ce qu'il faut faire un label, etc. Et ça pose le problème de valoriser. Est-ce qu'il faut valoriser l'ancien pour l'ancien? Est-ce qu'on peut pas... Est-ce que ça ne serait pas insuffisant, problématique, aussi d'essentialiser la composante génétique du produit? On peut faire une tomate cœur de bœuf, la tomate la plus à la mode des variétés anciennes, on peut la faire en agriculture industrielle sous serre avec des travailleurs marocains. Et la tomate cœur de bœuf des supermarchés, elle n'est peut-être pas toujours faite en Espagne, elle est parfois aussi dans le sud-est de la France, mais elle est faite de cette façon. Et donc l'appellation de la variété, finalement, ce n'est pas une garantie suffisante. Et puis les agriculteurs du réseau Semences Paysannes, ils ont besoin de retravailler les semences, de les laisser vivre. Le blé, c'est une culture en théorie autogame, mais il y a 1 à parfois 5%, selon les conditions météorologiques, de fécondation croisée. Et donc, il y a des croisements qui se font, il y a des populations qui évoluent, qui bougent, et c'est tant mieux, parce que notre climat change, les champignons ce ne sont plus les mêmes, les parasites évoluent, et donc il faut que le blé évolue. Et donc de vouloir figer quelque chose et d'avoir la boule Carrefour du blé rouge de Bordeaux, c'est pas forcément finalement ça qu'on souhaiterait. Et donc il faudrait définir des cahiers des charges qui définissent plutôt, c'est la réflexion plutôt au réseau Semences Paysannes, autour de la notion de semences paysannes, qui est à la fois l'idée qu'on retravaille sur des variétés anciennes, sur des semences de ferme, sur des paysans qui font un travail de resélection, éventuellement de croisement artificiel, ou alors d'accompagnement de populations, qui ont des variétés populations, une diversité de pratiques de sélection paysanne. C'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait labelliser. Il peut y avoir, et c'est un petit peu la tendance dans les secteurs de la conservation des variétés anciennes pour les amateurs, ou les mesures qui sont dans la réglementation européenne pour essayer de protéger les variétés anciennes, on a tendance à faire des niches où on folklorise certaines appellations anciennes. On laisse le catalogue tel qu'il est pour être un instrument de domination des géants semenciers, et à côté, on fait des petites niches un peu folkloriques avec des variétés anciennes pour amuser la galerie. Et il y a un travail très intéressant. Hein. Mais en même temps,
on met des exigences qui sont tellement lourdes que ça n'est qu'une niche et que ça ne remet pas en question la logique du système dominant. Et donc au niveau européen, on a mis en place une exception à l'inscription au catalogue, le système classique, pour ce qu'on appelle les variétés de conservation. Mais pour avoir le droit d'être inscrit comme variété de conservation, donc un système beaucoup plus souple et ouvert, il faut prouver que la variété, elle est locale depuis très longtemps, qu'elle est cultivée historiquement dans cette zone. Or, pour des cultures annuelles, souvent les semences circulent. Le rouge de Bordeaux, qui est le blé de Noé, ils viennent d'Ukraine. Et le rouge de Bordeaux, il est né dans le sud-ouest, mais à la fin du 19e siècle, notamment à cause de l'arrivée des Prussiens qui avaient dévasté les champs, et à la guerre de 70, il y a des agriculteurs d'Île-de-France qui ont été se réfugier au moment de l'occupation prussienne dans le sud-ouest. Et quand ils sont revenus, ils ont ramené des variétés du sud-ouest, et tout à coup, à la fin du 19e, il y avait beaucoup de rouge de Bordeaux. Et le climat change. Aujourd'hui, le rouge de Bordeaux, qui a 150 ans était adapté au sud-ouest, est peut-être plutôt adapté au bassin parisien ou au Nord-Pas-de-Calais, parce que le climat change. Et donc, il y a quelque chose d'absurde à vouloir créer des niches et des compartiments où on exige une origine locale et une origine ancienne absolument aux variétés pour qu'elles aient le droit d'être cultivées d'une façon large, échangées, partagées. Au contraire, il faut les libérer, il faut qu'elles circulent. Et donc il faut réfléchir à des cahiers des charges qui prennent en compte ça, sinon on aura du pain Carrefour rouge de Bordeaux, et c'est pas forcément ce qu'on veut. On veut d'autres critères de circuits courts, d'éthique, etc. Oui, et pour le temps, là, on va reprendre une dernière question et puis on oui, va... c'est parce que je voudrais finir, si tu veux, c'est parce que je n'ai pas répondu vraiment à la question du temps, et je veux la finir quand même. Là, je dois vous dire que, vous savez, si on ne perd pas de temps en matière de bio pour épandre les engrais, puis et faire tous les traitements, il faut savoir que quand on a récolté, puis le blé qui rentre, qui a quand même mélangé l'herbe, si vous saviez le travail, les heures de travail qu'il y a avant de le mettre sur une meule de pierre pour le mettre en farine, alors là, je veux dire qu'il y a des heures de travail. Et quand on reconvertit dans un milieu agricole conventionnel, on ne fait pas l'envie, on ne donne pas l'envie de reconvertir parce qu'on travaille beaucoup plus. Vous me parliez de temps. Non, on travaille beaucoup plus. Et on n'a pas solutionné ce problème-là parce que le paysan, il a du confort. Il y a du confort avec le désherbant. Et on est loin d'avoir ce confort-là dans le monde. Il faut travailler beaucoup plus. Voilà. Oui. Merci. La loi de 2011 dont vous avez parlé, est-ce qu'elle a une conséquence sur la commercialisation des produits qui sont exceptionnels, qui sont à la marge? Les produits de ces graines qui ne sont pas autorisés? Et simplement une petite question, quand est-ce qu'il faut le semer, le blé? Ça devient technique là sur le. Je suis plutôt sociologue et historien. Il aurait fallu demander à un spécialiste du réseau Semences Paysannes ou un juriste ou quelqu'un de Cocopelli pour vous répondre. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que la gauche, en arrivant au pouvoir, François Hollande s'était engagé à abroger cette loi et que malheureusement, c'est pas ce qui va se passer et on attend les décrets d'application qui vont sortir bientôt. Le blé, vous avez le blé d'automne qui se sème à l'automne, puis vous avez du blé de printemps. Mais on préfère de beaucoup quand même semer le blé de printemps. Pourquoi? Parce que nous on pense, mais bon, on n'a pas la preuve scientifique, mais quand même on pense que le blé d'automne, il descend ses racines en profondeur, et puis on a beaucoup plus de... Pour nous, ici, forcément, vous avez des terres profondes. Mais pour nous, en terre beaucoup plus superficielle, on préfère beaucoup le blé d'automne parce qu'il résiste beaucoup mieux à la sécheresse que le blé de printemps. Voilà.
Le blé à pain chez nous, c'est le blé d'automne. Il sème au mois d'octobre. Voilà. Les petites graines que tu as distribuées pour semer sur les balcons, il faut attendre l'automne? Là, il faut attendre l'automne prochain. Ne les semez pas maintenant parce qu'il ne montera pas à épi, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est à semer à l'automne prochain, c'est-à-dire au mois d'octobre. Voilà. Une toute dernière, et puis on arrêtera là. Ouais, merci. En fait, puisqu'on parle du bio, je voulais savoir dans le bio qu'on trouve en Biocoop ou au supermarché éventuellement, mais le bio qu'on trouve assez facilement, cette question de la variété des semences, est-ce qu'elle se pose vraiment? Est-ce que c'est pas des semences finalement homogènes et qui sont pareil prédéterminées pour être rentables dans le bio? Est-ce qu'on trouve vraiment une variété dans les céréales par exemple ou les légumes? Est-ce qu'on cultive cette richesse de variété? Dans ce qui est vendu dans les supermarchés, c'est ça? Et dans les magasins bio, est-ce que c'est standardisé ou pas, quoi? Oui, ben, vous savez, le paysan bio, hein, par le réseau Semences Paysannes, où on a une découverte des semences, mais le paysan bio, il sème le blé que lui fournit sa coopérative. Même la coopérative bio, elle est liée à un semencier. Par exemple, la COSEBI, coopérative bio en Bourgogne, que la COSEBI, je dois vous dire que les anciennes semences n'intéressent même pas la coopérative. Savez-vous pourquoi? Ben parce que toute la semence bio qu'elle vend, elle la prend chez un semencier et c'est un revenu pour elle. Alors qu'avec le réseau Semences Paysannes, où les paysans vont cultiver la semence, ça n'est plus un rapport pour la coopérative. Vous comprenez ça? Et ça, nos organismes professionnels aujourd'hui sont liés à un système économique. Il n'y a rien à faire, parce qu'ils ont du personnel, ils ont des amortissements. Eh bien voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que ce n'est pas facile à placer. Et quand on a fait une plateforme à la COSEBI, il y avait une plateforme, ce n'est pas nous qui l'avions faite, c'est quelqu'un de la COSEBI qui avait demandé à faire une plateforme. Et c'est le réseau Semences Paysannes qui a fourni de la semence. Et j'ai été voir le paysan, j'ai été voir cette plateforme-là, comme c'était en Bourgogne. Tiens Bernard, si tu veux, tu vas surveiller, accompagner cette plateforme. Et j'ai dit à l'agriculteur, mais au fait, vous allez pouvoir acheter et stocker alors ces anciennes variétés. Mais il me dit, comment veux-tu? On ne sait déjà pas où mettre toute cette diversité qu'on a stockée. On a du blé, on a du sarrasin, on a de l'engrais, on a de l'épaule. Alors si tu nous ramènes encore tes anciennes variétés, nous qu'on va les mettre, c'est trop pour nous. On ne peut pas, on n'est pas prêt. Vous voyez que le monde n'est pas prêt, si bien que c'est obligé de se faire par nos paysans, par exemple, que je vais rencontrer, où on a placé pas des collections, mais des multiplications, c'est-à-dire des populations, un ensemble de variétés, jusqu'à 30 variétés mélangées. Eh bien, on leur dit, écoutez, maintenant, il faut que ce soit vous qui stockiez, il faut vous équiper pour stocker, pour pouvoir le valoriser après. Mais c'est pas nos coopératives ne sont pas prêtes à travailler avec ça. Ben non, pas du tout. Ah, vous voyez que c'est tout un système à remettre en place. Alors, vous pouvez être demandeur très vite, vous, mais il faut le mettre en place, en ferme. Hein. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis sûr qu'on va y arriver. Ça, j'en suis persuadé. Mais ça va demander du temps. Et d'ailleurs, hein, tu étais là hier, à la J, tu as vu que ça ne se mettait pas en place comme ça. Hein. Mais bon, il faut être là, il faut y croire, il faut transmettre, si vous voulez, cette énergie d'y croire quelque part, parce qu'on ne croit plus aujourd'hui. On n'a plus la foi dans ce qu'on fait, vous voyez, c'est ça. Et c'est ça. Nous devons, mes chers amis, devenir des phares, quelque part. C'est ça notre boulot. Le changement de la société, il va passer par chacun de nous. Et nous devons être des responsables, voyez-vous, là où nous sommes, là où vous êtes. Et il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de petits métiers. Nous avons tous chacun notre place, là où nous sommes, dans notre environnement, dans notre famille, là où nous sommes. Sans équilibre de force, en acceptant cette diversité, il nous faut cultiver la diversité céréalière, mais il faut nous cultiver la diversité humaine entre nous. C'est ça la clé. Et on ne pourra réussir ensemble. Voilà, ça c'est clair.